Bonsoir à tous. Eh bien, je voudrais tout de suite placer cette émission sous la protection toute particulière du Padre Pio pour une raison très simple, c'est que c'est aujourd'hui le 25e anniversaire, jour pour jour, de ce que les catholiques appellent sa naissance au ciel. Et je voudrais vous dire qu'on va parler de lui la semaine prochaine avec Joachim Boufflet, qui est l'auteur d'un livre extrêmement important pour lequel on l'avait déjà. Qu'est-ce qu'il y a encore Non, c'est à moi ça. Quelle voleuse c'est un crayon d'école, c'est lui. Victoria est une voleuse. Je vous le dis. Alors maintenant voilà, c'est proclamé solennellement. Elle essaye de me voler mon stylo, ce qui m'empêcherait de travailler. Donc parlons de choses sérieuses et intéressantes, Victoria, et non pas de votre petite vie privée qui véritablement n'intéresse personne. Il y a de quoi se rouler par terre de désespoir quand on entend ça. Hein. Tout le monde est en train de tourner le bouton et d'aller ailleurs. Bon, alors je disais, Joachim Boufflet, encyclopédie des phénomènes extraordinaires dans la vie mystique, viendra la semaine prochaine, ce sera la Saint-Michel, et il viendra avec un garçon qui s'appelle Pierre Jovanovic, et qui a écrit un livre extraordinaire, Enquête sur les anges gardiens. Alors avec Joachim Boufflet, on parlera du Padre Pio, mais ceux qui s'intéressent au Padre Pio peuvent lire. On peut lire de temps en temps Famille chrétienne, le numéro paru le 16 septembre 1993. Il y a une série d'articles absolument passionnants, et notamment un article qui parle d'un livre qui vient de paraître, Padre Pio, un prêtre sous le poids de la croix, qui est un livre traduit de l'italien et dont l'auteur principal, si je ne m'abuse, est M. Malatesta, qui est un livre extraordinaire qui dit la vérité sur les gens qui ont persécuté le Padre Pio. Et les révélations qui sont faites sont tellement incroyables que j'ose même pas vous les dire à ce micro, parce que c'est bouleversant littéralement, et c'est effrayant de penser à quel degré d'abomination, de turpitude, d'abjection peuvent descendre certains prélats. Voilà. Ce soir, nous allons faire une émission TGV, parce qu'il y a beaucoup de monde à recevoir. Devant moi dans le studio, Martine Lehideux. Bonsoir Martine. À sa droite, Henri de Lesquin, qui est secrétaire général, président du Club de l'Horloge. Depuis un certain nombre d'années. Depuis un certain nombre d'années. Et puis, nous recevrons également Jean-Pierre Abillard, qu'on a déjà reçu. Nous recevrons également Alain Horry et Étienne Duchalard pour Renaissance catholique, qui nous parleront de la marche pour la vie. Nous recevrons Sylvain Gliozo, qui nous fera le point sur les BBR et qui nous donnera les derniers conseils pour ceux d'entre vous qui voudraient aller au BBR, je dirais aux amateurs qu'ils y rencontreront des gens qu'ils ont déjà entendus sur Radio Courtoisie, comme Patrick Payon, Olivier Pichon, Anne Brassier, votre serviteur, mais il y aura également Jean Madiran, Anne Bernet, Rénal Sécher, Marie-France Tirbois, Jean-Claude. Je vais en oublier, je ne peux pas citer tout le monde. Et puis Philippe Varlet, bien entendu. Parmi les autres invités, Monsieur Bernard Anthony, qui est au téléphone. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Merci de nous appeler. Vous êtes Je suis à Bruxelles, au à Parlement. Bruxelles, dans l'infect antre de la technocratie. C'est ça. Mais ça n'est pas la raison pour laquelle je vous ai demandé de nous appeler. La raison pour laquelle je vous ai demandé de nous appeler, c'est que vous avez adressé le 13 septembre 1993 une lettre ouverte au président de la République, François Mitterrand, pour ceux qui ne sont pas au courant, à propos d'une idée qui me paraît fort intéressante et dont j'aimerais que vous la défendiez à ce micro. Vous avez pour ça très exactement 7 minutes, montre en main. Est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Sans la montre, très bien. Vous m'arrêterez à temps. Okay. Alors, merci aux auditeurs. En un mot, l'idée n'est pas nouvelle. Depuis longtemps, des historiens, des hommes politiques et puis des militants vendéens ont trouvé qu'il était inadmissible que le nom de Turreau, le chef des colonnes infernales, puisse demeurer sur l'Arc de Triomphe. Mais jamais, au fond, l'initiative n'a été prise puissamment pour en finir avec cette injure à la mémoire nationale, cette injure à la décence. Et voilà pourquoi, grâce au journal présent, j'ai pu donner forte publicité, et grâce à vous ce soir, forte publicité à cette initiative qui devra se terminer par la victoire des fils de la mémoire que nous sommes, pour que soit effacé Turreau, le nom de Turreau, l'exterminateur de la Vendée. Je rappelle en effet, mais faut-il rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie, qu'après déjà tout ce que la Vendée, comme d'ailleurs le reste du pays, avait connu d'abomination,
il y a eu l'ordre d'en finir. L'ordre d'en finir, et donc on a vu à ce moment-là les préliminaires, en quelque sorte, à l'action de Turreau. C'est le général Hamé qui va organiser d'une manière systématique le fait de jeter vivants, je dis bien vivants, les femmes et les petits-enfants dans les fours des boulangers. C'est la tannerie des peaux humaines arrachée par le chirurgien Péquel, donc qui installe à Angers ensuite ces tanneries. Et puis ensuite, on le sait, c'est Turreau. Il faut faire de la Vendée un cimetière national afin de purger entièrement le sol de la liberté de cette race maudite. Et vous le savez, son collaborateur, le général Westermann, écrira au comité de salut public « Il n'y a plus de Vendée, j'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, etc. » Alors, ce qui est ahurissant, c'est qu'effectivement, le Turreau ait pu, en 1814, à la Restauration, se voir décerner le cordon de Saint-Louis. Je le dis ici parce que pour moi, il n'y a pas toujours des bons royalistes et des méchants républicains. Il y a aussi des rois qui ont piétiné, et je crois que la tradition monarchique française a payé très gravement cette injure à la Vendée. Parce que c'est bien la réconciliation, c'est bien le pardon et c'est la vertu de nos rois. Tout le monde n'a pas ces capacités de pardon et de vertu, vous voyez ça, nous en sommes bien persuadés. Mais quand même, décerner le cordon de Saint-Louis, on voit mal, par exemple, le grand rabbin d'Israël décerner à Eichmann la grande croix de David, ou la grande croix, si je puis dire, la grande étoile, pardon. Donc c'est un peu ce qui s'était produit. Mais le don de Turreau sur l'Arc de Triomphe, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, 2 siècles après, la France a pris conscience que la Révolution française a donné naissance à tous les grands totalitarismes des 19e et 20e siècles. Elle est la mère, Lénine le reconnaissait, de la révolution bolchevique. Elle a enfanté cette monstruosité. Hitler se reconnaissait en elle, Mussolini aussi. Tous les grands totalitaires se reconnaissent dans la Révolution française, et le sommet de la Révolution française, c'est l'abomination de la Vendée. Point seul, il y a les massacres de Lyon, il y a les massacres des déportations du Pays Basque, il y a les 2000 personnes exécutées près de Toulouse, et nous n'en finirions pas de parler de cela. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le président de la République comprenne qu'il n'est pas possible de garder le nom du père spirituel, donc des gardes rouges, de la Tchéka, de la Gestapo. Ça n'est pas possible que son nom figure donc à côté de la tombe du soldat inconnu, qui est peut-être un de ces soldats vendéens, car les provinces de l'Ouest ont donné beaucoup dans nos guerres civiles européennes, dans les guerres pour la patrie française. Alors donc voilà, ce sont des pétitions qui affluent. Grâce au journal présent, déjà plusieurs milliers de pétitions ont afflué. Grâce probablement à Radio Courtoisie, on peut demander ces feuilles de pétition à Chrétienté Solidarité au 70 boulevard Saint-Germain, et nous irons les remettre dans un premier temps au président de la République d'une manière très solennelle, et puis ça sera le grand rassemblement autour de l'Arc de Triomphe qui viendra un jour pour exiger que le nom soit effacé. Merci Bernard. À ceux qui pensent qu'il s'agit d'une préoccupation étrangère à l'actualité ou d'une tentative désespérée parce que probablement sans suite, je voudrais rappeler qu'il y a quelques mois, une campagne s'est développée en France pour faire supprimer le nom du grand savant médecin Alexis Carrel du fronton de certains lycées et des plaques de certaines rues, au motif qu'Alexis Carrel, dans un livre paru au début des années 30, avait imaginé comme méthode de suppression de certains malades mentaux le recours aux chambres à gaz, qui avait permis à certains dégénérés légèrement travaillés du chapeau de dire qu'Alexis Carrel était l'inspirateur d'Hitler, alors que tout le monde sait que les chambres à gaz ont été inventées par les Anglais. Tout à fait. Bon, par conséquent, il est possible de faire marteler le nom d'Alexis Carrel, qui a été un grand savant français au fronton des lycées. À mon avis, il doit être également possible de faire marteler le nom de Turreau, qui a été une grande ordure française, oui. du mur de l'Arc de Triomphe. Ce que je voudrais dire, c'est que Carrel, lui, a été au service des malades, il a été un grand savant, il a été un grand chrétien aussi, il ne faut pas l'oublier, il s'est converti, il a décrit cela dans le voyage à Lourdes, mais Turreau, lui, donc c'est l'abomination dont je parlais tout à l'heure. Mais puisque nous en sommes donc à ces campagnes de la mémoire, effectivement, je voudrais dire ici que la Providence fait les choses. Je m'étonne qu'on ne demande pas d'enlever le nom de Clémenceau.
Savez-vous en effet que Clémenceau a été un auteur antisémite particulièrement hardi, on ne peut même pas citer ses textes à l'antenne. Je m'étonne, oui, mais je veux livrer ce soir, je m'étonne que l'on garde le nom d'un porte-avions, je m'étonne que la LICRA le me rappe, mais ce soir probablement vais-je être écouté. Alors je les convie à lire l'ouvrage de Clémenceau au pied du Sinaï. Comment se fait-il qu'on mène campagne contre Carrel et pas contre Clémenceau? C'est étonnant. Peut-être la solidarité maçonnique permet-elle d'admettre les antisémites quand ils sont donc soutenus par les loges comme l'était Clémenceau. Je vois pas du tout où vous allez chercher des idées pareilles. Je voudrais dire aussi d'ailleurs Théophile Gautier. Théophile Gautier, dont le nom devrait être banni de la littérature, étant donné qu'il a écrit des choses dans La Comédie de la Mort, le long poème de 700 alexandrins des marchands du Temple, auprès desquels la littérature antisémite de Proudhon, de Voltaire, de Marx fait figure de café au lait d'eau tiède. Je dis tout cela parce qu'il faudrait en finir avec cette légende d'un racisme de droite, alors que par exemple cet antisémitisme, traqué ou il n'existe pas, existe puissamment à gauche, et je défie quiconque aujourd'hui de publier les textes de Voltaire, Proudhon, Marx, mais surtout Théophile Gautier, dont je voudrais parler. Alors, puisqu'ils veulent effacer Carrel, je vais vous dire, on va devoir en effacer beaucoup des noms de notre littérature, de notre histoire. Merci Bernard d'avoir lancer cette idée, qui me paraît une excellente idée. Oui, un simple mot, Serge, oui. Si tu permets. Je voudrais... on faisait semblant de se vous voyez. De Radio Courtoisie. Oui, il faut arrêter. Il faut arrêter cela. Depuis que d'ailleurs un lien supplémentaire nous unit, mais tu en parleras. Donc, c'est l'affaire du cimetière de Grenoble. Alors, c'est un arrêt qui est tombé hier. La Griffe a protesté. On trouvera cela dans Présent. Le maître et dans le libre journal de la France courtoise, car je sais que tu vas préparer là-dessus quelque chose de très important. Alors, donc, l'affaire est très simple. Le maître assistant d'origine algérienne, mais aimant cependant le vin, qui avait jugé bon d'aller saccager le cimetière catholique de Grenoble, a été relaxé, au motif qu'il ne faudrait pas que cela puisse être exploité politiquement. Alors, mais je te laisse, avec le talent qui est le tien, le soin de commenter cette affaire, mais j'annonce déjà que dans le libre journal de la France courtoise, ils vont trouver de toi une lettre ouverte à monsieur Charles Pasqua, et donc affaire à suivre. Merci Bernard, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Henri de Lesquer voulait dire quelque chose. Non, je voulais d'abord saluer la démarche de Bernard Anthony, et saluer Bernard Anthony lui-même, et dire que je m'associe tout à fait à sa pétition. Je crois que le nom de Thureau aurait dû être biffé depuis longtemps de l'Arc de Triomphe. Et je voudrais rappeler à cette occasion que l'affreux massacre ou l'affreuse extermination de la population vendéenne doit être commémorée comme il se doit. Et je signale aux auditeurs de Radio Courtoisie que samedi prochain, il y a l'inauguration du mémorial des Lucs sur Boulogne, en présence de Solzhenitsyn, qui va prononcer un grand discours. Certains d'entre vous ont dû le voir et l'écouter à la télévision, et il a bien dit ce qu'il fallait dire, en montrant que c'était l'idée même de révolution qu'il fallait rejeter, pas simplement la révolution bolchevique, que la révolution française était pernicieuse dans son principe même, bien qu'à cette occasion, à l'occasion de cette révolution, il y a eu des progrès bien sûr qui ont été accomplis. Mais c'est elle qui a conduit à ces affreux massacres de Vendée, et en particulier, on sait qu'au Luc-sur-Boulogne, les colonnes infernales ont massacré, ont exterminé la population, les femmes, les enfants, les vieillards, et c'est une des pages les plus tristes et les plus émouvantes de l'histoire de la Vendée militaire. Martine ? Juste un mot pour dire que nous connaissons cette manifestation de samedi, et un certain nombre de dirigeants, d'amis, de militants du Front National et de Chrétienté et Solidarité ont appelé très nombreux les Françaises et les Français à se rendre là-bas. Il y aura donc beaucoup d'amis à nous qui iront parce qu'ils ont le sentiment que Solzhenitsyn vient leur parler assez particulièrement à eux qui ont toujours été de farouches défenseurs, de farouches personnes qui ont lutté contre le communisme. Donc, je crois que notre place est là-bas et nous serons certainement très nombreux à y aller. Alors, à propos de Solzhenitsyn, toujours un auditeur me demande, je m'excuse de me mettre en avant, mais s'étonne que dans le libre journal de la France courtoise de cette semaine, je me sois contenté de signaler l'émission Bouillon de culture en disant Solzhenitsyn, point, c'est tout,
point d'exclamation. Alors il dit, cette émission était-elle la seule à voir ce jour, ou n'y avait-il rien à dire de plus? Je pense qu'effectivement c'était la seule émission à voir ce jour-là, et je pense effectivement qu'il n'y a rien à dire de plus, parce que chaque fois qu'on parle de Solzhenitsyn, on est tellement en dessous de son sujet, que le mieux c'est de se taire, c'est de prendre de lire ses livres, de lire son œuvre, d'écouter ce qu'il dit, et puis de considérer le personnage qui est probablement, enfin qui est à mon sens, le personnage le plus important du siècle. En tout cas, certainement de la deuxième moitié de ce XXe siècle, à tout point de vue. C'est un véritable prophète, et je pense qu'il a balayé, rendu impossible, en tout cas, certains mensonges qui étaient admis par tout le monde, qui étaient imposés par le terrorisme intellectuel, et qu'il a jeté cul par-dessus tête. Et pour ça, c'est quelqu'un à qui il faut rendre un hommage permanent. Mais c'est très difficile d'en parler, parce que, qu'est-ce que vous voulez, on est... Très difficile d'en parler, mais il faut de toute façon avoir lu ses livres et les faire lire à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Je m'honore d'avoir été absolument le premier à publier des extraits dans Minute d'Archipel Goulag, que nous avions traduit péniblement avec mon feu grand-père, et que nous avions, ô horreur, adapté en bande dessinée, alors que l'édition française d'Archipel Goulag n'existait pas. Donc voilà, je voulais répondre à ça. Martine, si vous êtes là ce soir, c'est parce que je crois que vous êtes une femme en colère. Oui, terriblement. Et encore plus depuis ce matin, je dois dire. Il ne me semble pas qu'il soit possible à tout homme ou toute femme de cœur aujourd'hui de commencer une émission, qu'elle soit sociale, économique ou politique, sans rappeler ce qui s'est passé aujourd'hui. Car j'ai vu un père de famille martyrisé, et je n'ai pas pu m'empêcher de vivre des moments de tristesse, d'angoisse, de peur, d'indignation, appelez ça de toutes les façons que vous voudrez. Quand on nous a annoncé ce matin, mais parmi d'autres nouvelles, il faut dire, c'était jeté un peu tout à trac dans les nouvelles du matin, qu'on avait enfin retrouvé cette petite fille qui s'appelle Karine et qui a été violée, martyrisée, torturée par un individu qui ne devrait plus être en vie depuis très longtemps. Si on avait fait ce que nous appelons, nous, au Front National, à faire depuis de très nombreuses années, c'est-à-dire à rétablir la peine de mort pour tous ceux qui se livrent à des actes absolument abominables, comme l'a été le viol et l'assassinat de cet enfant. Alors j'ai vu une famille torturée, martyrisée, et j'ai eu un peu honte aussi du système français, de voir que des juges et même des jurés n'avaient pas tenu compte de ce qui leur avait été expliqué. C'était que cet homme-là était un dangereux récidiviste, une personne qui recommencerait ses crimes et ses tortures, et qu'il fallait bien évidemment l'éliminer de la vie, parce qu'il torturerait à nouveau, il tuerait, et qu'il faut protéger nos enfants. À ce propos, Martine, le docteur Perena, qui est collaborateur médical de National Hebdo, téléphone pour rappeler, j'ai dit une bêtise une fois de plus, Alexis Carrel avait effectivement proposé le recours à des chambres de gazage, non pas pour les malades mentaux, comme je l'ai dit par erreur, mais pour exécuter les criminels récidivistes. Et il écrivait cela, nous dit le docteur Perena, après l'assassinat de l'enfant Lindbergh. Et d'ailleurs, aux États-Unis, le recours aux chambres à gaz pour l'exécution de criminels est une chose courante, ce qui rend d'ailleurs encore plus ahurissante l'attitude des gens qui ont fait disparaître du fronton des lycées le nom d'Alexis Carrel pour cette raison. Alors à propos de retirer des noms des frontons, un auditeur nous dit, si on veut retirer le nom de Turreau de l'Arc de Triomphe, il faut aussi débaptiser l'avenue Hoche. Dans le dictionnaire Robert, on parle du pacificateur de la Vendée. Hoche était très actif pour cette fameuse pacification, ça c'est vrai. Et un autre auditeur, alors lui nous dit, je lui donne la parole. Là, sur ce point, je crois qu'il faut quand même faire une différence entre Turreau, qui était le chef des colonnes infernales, et qui a donc organisé, qui était le maître d'œuvre de l'extermination de la population vendéenne, et Hoche, qui a certainement commis des crimes dans sa carrière, des crimes de guerre, mais c'est d'une nature différente. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Non, puis alors il y aurait beaucoup de choses à faire et à dire, et ça ouvrira un énorme débat. Turreau, je partage tout à fait l'avis de Bernard Anthony, il me paraît que les actes qu'il a commis méritent en effet que son nom soit retiré de l'Arc de Triomphe. Le principe, c'est que je donne les messages des auditeurs
même si on n'est pas forcé d'être d'accord avec eux, mais ils ont parfaitement le droit d'avoir la parole. Donc, et la preuve d'ailleurs, un auditeur dit l'initiative de Bernard Anthony me paraît, je cite, le comble du grotesque. Louis XVIII avait su passer l'éponge à la première et la deuxième restauration, y compris la duchesse d'Angoulême. Ce sont les ultras qui ont perdu la monarchie légitime en 1830. À l'instar de Péguy ayant le courage d'assumer la totalité de l'héritage avec ses ombres et ses lumières, dit cet auditeur. C'est curieux parce que c'est toujours à nous qu'on demande d'assumer la totalité de l'héritage avec les ombres et les lumières. Nous, on n'a pas le droit d'être les fils de la mémoire. Je constate ça. On peut être les fils de la mémoire et avoir certaines indignations, mais il faut dire, c'est ce que vous demandiez tout à l'heure, il faut dire que les Français sont des gens qui ont perdu toute capacité d'indignation. C'est un peu ça que je trouve frappant. On va y venir tout de suite, mais je termine parce que je voudrais pas manquer ça. Cet auditeur conclut en disant « Je plains cette pauvre Victoria qui a bien de la patience. » Mais elle en a, Victoria. Voilà. Alors, Martine, donc, effectivement, on a l'impression aujourd'hui, et c'est une des choses qui vous met en colère, que ce peuple français, qui a quand même été capable dans son existence de sursauts brillants et éclatants, en ce moment, il est complètement dans la luzerne. Bon, je sais que un certain nombre de dirigeants politiques, et celui que je respecte particulièrement, et le seul d'ailleurs que je respecte totalement, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen, parmi les grands, me dit toujours, mais il y a une possibilité d'un sursaut, et bien sûr nous l'espérons, nous l'attendons, sinon nous ne continuerions pas notre action politique. Néanmoins, depuis le départ des socialistes, départ et retour espéré par certains de ces dirigeants, puisqu'ils reviennent sur la scène politique, on a même vu M. Henri Emmanuelli réélu au premier tour dans une élection dans les Landes, mais depuis le départ des socialistes, il semblerait que les Français, je ne sais pas, attendent quoi, qu'on s'occupe de tout pour eux. Et parce qu'ils ont, paraît-il, la chance d'avoir un Premier ministre qui est un homme tranquille, qui parle doucement, mais ça n'est pas parce qu'on parle doucement qu'on ne fait que des bonnes choses, pense qu'il va tout régler pour eux. Il a aussi la capacité, il est vrai, de lancer un certain nombre d'idées assez intéressantes qui plaisent aux Français. Il fait faire ça d'ailleurs généralement par ses ministres, que ça puisse être Monsieur Pasqua ou d'autres. Et comme il a annoncé des mesures, il a dit qu'il serait très ferme concernant la révision constitutionnelle. Il a dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'on allait faire quelque chose concernant les problèmes de l'immigration, qu'on allait être extrêmement précis concernant les affaires d'insécurité, qu'on allait régler les problèmes de la drogue. Et on voit comment on les règle aujourd'hui, simplement en appelant les hôpitaux à avoir des places supplémentaires pour soigner en post-cure. On va réinstaurer le principe de la méthadone des produits de substitution. On va créer une commission de 20 experts. C'est-à-dire qu'on ne va rien régler du tout. Et tout est comme ça. Dans le problème agricole, c'est la même chose. Et on pourra en reparler un peu plus peut-être tout à l'heure parce que c'est un désastre qui est en train de se préparer et une trahison totale du monde agricole. On va en parler d'ailleurs avec Jean-Pierre Abillard. Les Français attendent. Et les Français attendent, mais peut-être aussi y a-t-il quelque chose de plus qui peut être la crainte, parce que 17 000 licenciements en une semaine dans 5 entreprises publiques peut être quelque chose qui fait craindre l'avenir aux Français. Et en s'imaginant également qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui vont fermer, qu'ils vont se retrouver dans des situations difficiles, bien que M. Balladur leur dise « on va relancer la consommation, mais avec quoi quand on n'a pas de salaire et qu'on n'a pas de travail ?» Alors ils attendent. Ils ne sont plus indignés par rien, et je n'ai pas senti chez eux, que ce soit dans la publicité Benetton ignoble qu'on voit partout, mais on avait l'habitude de l'ignoble avec M. Benetton, que ce soit avec la publicité du journal L'événement du jeudi qui dit qu'on va remettre en cause le tabou de l'inceste. Je ne sens pas chez les Français, chez les familles, une capacité de révolte et d'indignation. Et moi, ce que je leur dis à tous, on ne vous fait jamais ce que vous ne voulez pas. Car si nous ne voulons pas que nos enfants soient torturés, assassinés, qu'ils regardent des films pornographiques tous les soirs sur la chaîne 6, parce qu'il y en a maintenant
tous les jours. Si nous ne voulons pas qu'on accepte le mariage pour les homosexuels et l'adoption des enfants qui leur soient accordés, si nous ne souhaitons pas que notre pays soit entre les mains de gens qui assassinent les Français par transfusion sanguine simplement pour des affaires d'argent ou des gens qui nous volent parce que les socialistes nous ont volés, il nous est possible de dire non. Comme il l'est possible aux agriculteurs, parce que nous sommes, nous, prêts au combat et à les soutenir. Mais faut-il encore qu'ils le veuillent et qu'ils le souhaitent et qu'ils prennent en main leur destin. Aujourd'hui, leur destin est pris en main par les autres et par ceux qui veulent leur mort et leur disparition. Eh bien, j'attends cette révolte et c'est la raison pour laquelle, avec tous nos amis du Front National, nous travaillons tous les jours, nous préparons en effet à cette grande alternance, mais nous avons besoin du soutien des Français. Henri de Glaisquin, vous vouliez intervenir. Oui, je voudrais dire deux choses. D'abord que Madame Le Hideux a parfaitement raison de déplorer, c'est le moins qu'on puisse dire, l'ignoble campagne de presse ou de publicité de l'événement du jeudi, excusez-moi, à propos du tabou de l'inceste. Oui, votre lapsus est amusant parce que le Nouvel Observateur est en train de devenir un journal recommandable, pratiquement. Ouais. Non, mais je veux dire que je ne sais pas si nos auditeurs ont tous vu cette affiche qui est absolument scandaleuse. Dans un pays bien gouverné, on aurait poursuivi en justice M. Jean-François Kahn et on l'aurait condamné. C'est scandaleux. Bon. Tout à fait. Alors, deuxièmement, la popularité de M. Balladur. Je crois que cette popularité vient d'abord de ce que M. Balladur bénéficie du rejet des socialistes et de l'état de grâce dont bénéficie un nouveau gouvernement. Alors, avant de critiquer sa politique, et ce que je vais faire dans une seconde après Mme Le Hideux, je voudrais quand même faire saisir, d'ailleurs je crois que tout le monde le saisit bien, que par rapport aux canailles, aux fripouilles qui ont gouverné la France pendant 10 ans, Monsieur Balladur apparaît comme un paragon d'honnêteté, un modèle d'honnêteté, et je crois que c'est une chose à laquelle les Français sont très sensibles. Ils sont également sensibles. C'est vrai qu'on s'attend jamais à le voir, à le surprendre la main dans le pot de confiture. Voilà. Il y en a beaucoup sur lesquels on ne s'est pas attendu, qui l'ont fait quand même. Les Français sont également sensibles au fait, ils ont l'impression que M. Balladur les sort enfin de l'infernal duo Giscard-Chirac, et c'est également c'est bien agréable. Un atout dont il bénéficie. Maintenant, il est vrai que, comme je m'associe en grande partie à ce qu'a dit Mme Le Hideux, il est vrai que la politique que mène ce gouvernement ne répond pas du tout aux problèmes essentiels de la France. Au sujet, on ne traite pas les sujets qui sont indispensables, qu'il faut traiter pour assurer la survie de la France à long terme. Je dirais pire, c'est qu'il ne répond même pas aux propositions qu'il a faites lui-même, ce gouvernement. Oui, je vais prendre trois exemples, mais qui sont plus que des exemples, 3 sujets fondamentaux. Le chômage, l'immigration et l'Europe. Je commencerai par le dernier. Le traité de Maastricht, pour lequel M. Balladur s'est prononcé, est un traité qui aliène la souveraineté nationale. Là encore, dans un pays normal, on aurait dû d'abord poursuivre les négociateurs de ce traité pour haute trahison, car c'est un traité d'abaissement national. Et on devrait ensuite, évidemment, le remettre en cause à la première occasion. Et ce n'est pas le référendum qui a été fait qui prouve définitivement que ce traité est acceptable. D'abord parce qu'un référendum peut être changé par un autre, comme l'exemple du Danemark que l'a montré. Donc, là aussi, c'était une honte, quand même. C'est une honte, oui. Donc, un gouvernement et un chef de gouvernement qui accepte le traité de Maastricht commet un acte de forfaiture, au moins dans l'esprit. Je dois dire d'ailleurs que beaucoup des mauvais aspects de la politique économique de M. Balladur et de sa politique d'immigration s'expliquent par la finalité Maastricht. M. Balladur veut s'avancer vers la suppression des frontières et donc la libre circulation des hommes, donc des immigrés entre les pays européens. Il veut supprimer les monnaies nationales pour les remplacer, ou tout au moins, même s'il ne le veut pas, il considère que Maastricht est une fatalité, donc il faut, pour gouverner et être élu en 1995... Absolument. Et il a voté Schengen aussi. Donc, oui, absolument. Ouais. Alors, deuxième exemple, l'immigration. Je crois qu'il faut dire aux Français qu'il est scandaleux qu'on n'organise pas le départ des immigrés. Ça paraît une banalité, une évidence, mais c'est une évidence que personne ne dit. Il est parfaitement possible, et non seulement il est possible, mais il est nécessaire d'organiser le retour progressif. D'ailleurs, si le retour ne se fait pas progressivement, il se fera dans des conditions épouvantables. Songez à ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine à l'heure actuelle. Mais on vous avait dit, c'est une évidence que personne ne dit, sauf nous. Ah non, le mais Front National l'a toujours dit. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. Nous revendiquons, alors là, totalement, je veux dire. Non, vous savez que le Club de l'Horloge est indépendant des partis politiques, mais mon ami Jean-Yves Le Gallou, qui est un de nos responsables, en même temps qu'il est au Front National,
avait écrit au sein du club un livre qui s'appelle La préférence nationale il y a déjà plusieurs années, où nous proposions le retour des immigrés dans leur pays d'origine. Alors je crois que il est de toute façon nécessaire, pour des raisons de sécurité publique et d'identité nationale, de faire partir les immigrés, mais j'en arrive à mon troisième point, en ce qui concerne le chômage, il est absolument scandaleux de supporter le chômage actuel, 3 millions selon les chiffres officiels, 6 millions selon des chiffres corrigés, en comptant tous ceux qui ne travaillent pas vraiment. Et il est scandaleux de ne rien faire. Autrement dit, le chômage n'est pas une fatalité, c'est le thème d'ailleurs des travaux récents du Club de l'Horloge que nous avons publiés. Le chômage n'est pas une fatalité, le chômage est une fatalité seulement idéologique. C'est seulement si l'on accepte une série de conditions ou de présupposés idéologiques qu'alors le chômage devient une fatalité. Et ces conditions, elles sont nombreuses, mais on peut les répertorier en quelques têtes de chapitre. Il y a d'abord l'immigration dont je parlais, mais c'est pas la seule. Il y avait la parité franc-marque. Et là encore, c'est un sujet qui est un peu dépassé depuis le mois d'août. Il y a, c'est beaucoup plus important, tout ce qu'on appelle les fameux acquis sociaux qui sont en réalité des acquis socialistes. Le SMIC, par exemple, dont on fait de grands éloges. Mais qui est bafoué tous les jours par tous les moyens. Qui est bafoué par tous les moyens. Et cependant, la cause, ou une des causes très importantes, très considérables, je crois que tous les économistes sérieux sont d'accord, du chômage des personnes non qualifiées. Ajouter à cela, mais évidemment ça suppose des réformes à long terme, le désastreux fonctionnement du système éducatif français, qui forme des chômeurs. Et enfin, la délocalisation non contrôlée et non maîtrisée des industries françaises. Nous avons pris position au Club de l'Horloge pour une préférence communautaire raisonnable, c'est-à-dire non pas pour un protectionnisme à tout craint, l'autarcie n'est pas une bonne chose, et il faut partir du principe que la division du travail est en soi positive, mais il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites à ces évolutions. Et tous ces effets conjoints, n'est-ce pas, sont la cause du chômage. Alors, on pourrait, par une meilleure politique, par une bonne politique, obtenir très rapidement une réduction du chômage. Et à long terme, il n'y a aucune raison qu'un pays comme la France ait plus de chômeurs que la Suisse ou le Japon. Ou que les États-Unis. C'est simplement des différences de politique et de politique économique qui sont le résultat d'un consensus de l'establishment, pour employer des mots qui peuvent paraître du jargon mais qui veulent bien dire ce qu'ils veulent dire. Et c'est pour cela que nous avons tous ces millions de chômeurs. Les Français souffrent de cette mauvaise politique. C'est l'illustration, enfin c'est une politique de consensus de l'establishment, pour reprendre vos propos, qui est parfaitement illustrée par la constitution de certains cabinets ministériels, où on voit par exemple, chez monsieur le Savoyard, dont j'arrive jamais à me rappeler, Barnier. On voit arriver une madame, cette trotskiste, Bouchardot. Il a dit qu'elle était très bien. Oui, mais évidemment. Non, mais elle est sûrement pas physiquement, c'est pas ce qu'il voulait dire, mais il a dit qu'elle était très bien. Mais elle est peut-être très bien, mais elle n'a rien à foutre dans sa cabinet ministériel de droite, entre guillemets. Mais si, parce que monsieur Barnier, lui, n'est pas l'homme que nous croyons. Parce que les Français ont une illusion totale sur les gens qui les dirigent. Et ils croient, une nouvelle fois, et ils seront à nouveau trompés, être dirigés par des gens de droite. Oui. Et alors, il s'étonne, en effet, comme vous venez de le dire. Pourquoi M. Barnier fait-il entrer Mme Bouchardot? Parce que pour lui, il n'y a pas d'impossibilité. Et il n'y a pas, finalement, d'opposition totale entre les uns et les autres. Et je trouve tout ce que vous avez dit, bien entendu, tout à fait excellent, mais il y a une chose importante quand même. Ils ne pourront pas résoudre tous ces problèmes-là, ni le chômage, ni les problèmes de l'Europe, ni tout cela, parce qu'ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas, pourquoi? Si on veut résoudre le problème du chômage, il y a la préférence nationale, et à peu près tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui, et M. Balladur, ou par les voix de ses ministres, a dit qu'il n'appliquerait pas la préférence nationale. Il y a, c'est vrai, la préférence communautaire, et on a pu voir un homme comme M. Longuet, qui ne fait pas de la politique depuis hier, dire qu'il avait fait la découverte d'une idée révolutionnaire qui était la préférence nationale communautaire et qu'on pourrait s'y intéresser. Et il y a aussi, dans les fameux accords du GATT et dans la renégociation, par exemple, des accords de Blair House, dont Jean-Marie Le Pen a dit ce matin dans Présent qu'il n'existait pas, puisqu'il s'agit simplement, finalement, d'un engagement qui avait été fait entre la représentante du président Bush et 2 commissaires européens. Donc c'est tout à fait quelque chose qu'on nous met en avant aujourd'hui, mais qui n'existe pas. Il y a
une impossibilité de volonté à vouloir régler les problèmes de l'Europe. Et à l'évidence, aujourd'hui, il ne s'intéresse pas aux agriculteurs européens, puisqu'on va envoyer pour négocier aux États-Unis le commissaire Brittan, qui n'a aucune attention aux problèmes français, qui est britannique lui-même et qui ne s'intéresse pas aux problèmes de l'agriculture française. Et il faut rappeler qu'un des négociateurs, par exemple, était le commissaire McSharry, qui depuis a démissionné de la commission de Bruxelles et qui a été engagé par une grande firme américaine. Alors, tous ces gens-là ne sont pas les gens de droite que nous croyons. Et quand, par exemple, on nous parle de résoudre le problème de l'immigration, on a interrogé l'autre jour M. Pasqua, lui demandant est-ce que véritablement il y a eu une réduction de l'immigration dans notre pays et de l'entrée même des immigrés. Il a répondu non. Parce que lui, quand il parle d'immigration zéro, ce dont parle le Club de l'Horloge et ce dont parle également le Front National. Ah, moi, je ne parle pas d'immigration zéro. Nous, c'est zéro. Je parle d'immigration moins quelque chose. Vous parlez de... Ah, bah, c'est encore mieux. Mais nous parlons... Ah oui, non, je veux dire que le flux, enfin, la différence entre les entrées et les sorties doit être en faveur des sorties. Ah, bah, nous aussi. On partage tout à fait ce point de vue-là. Donc, l'immigration zéro, c'est tout à fait insuffisant. Ça veut dire que nous gardons ceux que nous avons déjà. Non. Ils sont déjà beaucoup c'est trop nombreux. l'immigration. Quand nous parlons d'immigration zéro, nous, c'est d'abord de renvoyer ceux que nous avons, mais c'est aussi d'arrêter immédiatement l'entrée. Or, quand Pasqua parle de ça, c'est 150 000 entrées par an, et lui, il parle de le réduire à 60 000. Enfin, ça n'a donc rien à voir. Comment peut-on prendre au sérieux M. Pasqua quand il parle de ces problèmes? Il a dans son cabinet des gens qui sont des immigrationnistes fanatiques, comme M. Gobert, je signale, dont le frère d'ailleurs est au cabinet de M. Sarkozy. Il a M. Castro, Pasqua. M. Pasqua a dans son cabinet M. Roland Castro, qui est un architecte trotskiste, partisan de l'immigration et de l'intégration dans les banlieues. C'est effrayant. Comment peut-on faire une seconde confiance à pourquoi on peut faire confiance à des gens qui nous gouvernent depuis 45 ans et qui ont détruit ce pays? Je crois qu'il y a un critère très simple qu'il faut donner à nos auditeurs pour savoir si on cherche à les mener en bateau sur la question de l'immigration. Tous ceux qui vous parlent d'intégration vous mentent, parce que premièrement, l'intégration est un concept qui ne veut rien dire et qui n'a été défini nulle part. Et deuxièmement, la cohabitation pacifique de populations très hétérogènes n'est pas possible à long terme. Par conséquent, on vous ment quand on va voir l'intégration. La seule politique possible, c'est l'assimilation, dans la mesure où cette assimilation d'ailleurs est possible, de certaines populations, et le départ de celles qui ne sont pas assimilables. Tout le reste n'est que mensonge et baliverne. Alors, à propos d'intégration... Mais je voudrais en revenir à la question du GATT pour dire un mot, parce que ça me paraît aussi important, si vous voulez. Il faut quand même se rendre compte, et ça c'est un scandale permanent depuis la Seconde Guerre mondiale, que l'Europe en général et la France en particulier sont des protectorats américains. Nous vivons sous l'hégémonie américaine que nous constatons tous les jours et que nous vivons d'ailleurs, je dirais, sur notre peau, puisque nous nous habillons avec des t-shirts et des blue jeans et que nous mâchons du chewing-gum en buvant du Coca-Cola. Pas moi. Moi non plus, mais comme je sais qu'une partie de nos auditeurs sont dans ce cas et que bon, c'est une tendance assez répandue, l'hégémonie culturelle du chewing-gum à Euro Disney est un des aspects des choses, mais il y a aussi une hégémonie commerciale. Enfin, nous, les Européens se comportent comme des petits garçons face aux Américains dans ces négociations internationales. Alors, il y a un certain nombre de gens, d'ailleurs bien intentionnés, qui se disent « Ah, mais il faut faire l'Europe pour tenir pièce aux Américains ». Alors là, je crois qu'il faut leur dire qu'ils se trompent complètement. Il faut faire certes une Europe, mais pas cette Europe-là. L'Europe de Maastricht, l'Europe fédérale, est une Europe qui ne correspond à aucun peuple, qui n'a pas d'assise sur une souveraineté nationale, sur une volonté nationale. Et par conséquent, c'est une Europe technocratique sans dimension politique. Et comme les relations internationales, ce sont d'abord et avant tout des relations politiques, ceux qui ne font pas de la politique mais de la technocratie ou de la technique sont forcément manipulés par ceux qui ont une vision politique. Et les Américains, je ne peux pas d'ailleurs leur jeter la pierre, ont une vision impériale, une vision... Et je ne sais pas si vous vous rappelez le discours de Clinton lorsqu'il a fêté ou inauguré sa présidence. Il a dit les États-Unis doivent gouverner le monde, doivent guider le monde. Oui, mais est-ce qu'on ne peut jamais en vouloir finalement aux autres de défendre leur position? Non, mais d'accord, mais il faut le savoir. Je crois qu'il faut bien se rendre compte que même avant l'effondrement de l'Union soviétique, il était déjà scandaleux que l'Europe demandât aux Américains d'assurer leur sécurité, d'assurer sa sécurité, car l'Europe avait des moyens humains et financiers comparables à ceux des Américains et même peut-être supérieurs à la fin de la période, et de toute façon très supérieurs, on le sait maintenant aujourd'hui, à ceux de l'URSS. Donc il était scandaleux que nous ayons accepté ce protectorat au sens vraiment étymologique du terme, cette protection qui se traduit donc par une hégémonie du protecteur sur le protégé. Aujourd'hui, où l'Union soviétique est en morceaux et où la menace
à l'Est n'est plus ce qu'elle était. On peut croire encore moins que les Américains vont nous défendre contre les menaces actuelles, c'est-à-dire les menaces du Sud. Les Américains ne se rendent pas compte que l'islam, ce n'est pas une religion comme les autres, que ce n'est pas une dénomination protestante un peu unitariste ou unitarienne. C'est vraiment une religion très différente et une religion à vocation impériale. Bon. Et ils se sentent d'autant moins concernés que au sud des États-Unis, il n'y a pas beaucoup de pays musulmans. Donc, malgré leur difficulté avec la Libye, avec l'Iran, les Américains, sauf un très petit nombre d'entre eux, vraiment les plus éclairés, ne se rendent pas compte de la menace islamique, qui est une menace mondiale. Et donc, aujourd'hui plus que jamais, il est scandaleux que l'Europe n'assure pas sa défense. Et évidemment, la première chose à faire, c'est d'abord de vouloir être indépendante, et deuxièmement, de se donner les moyens de sa défense. Donc non seulement il ne faut pas réduire, comme ce gouvernement le fait après le précédent, les moyens de notre défense, mais il faut au contraire les augmenter en incitant nos voisins européens à en faire autant. Et je dois dire, et encore un mot, c'est que l'Alliance Atlantique, et en particulier l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, devrait aujourd'hui être dissoute. Il faut que les soldats américains s'en aillent. Ce serait le meilleur moyen, d'ailleurs, Alexandre Sanguinetti le disait autrefois, il faudrait, pour le bien de l'Europe, que les soldats américains s'en aillent, ce qui obligerait les Européens à prendre eux-mêmes le soin de leur sécurité. Mais toute l'Europe qui est en train de se faire est totalement à l'opposé de tout cela. Et ce qui est frappant, c'est que tous les dirigeants français, et parmi les plus grands, parce que, enfin, les grands en tout cas, qui ont gouverné ce pays, y compris M. Giscard d'Estaing, il fallait entendre les déclarations de M. Giscard d'Estaing au moment de Maastricht. Il fallait l'entendre au moment où il a fallu faire revoter le Danemark et où M. Giscard d'Estaing en était le farouche partisan, et où M. Giscard d'Estaing explique aujourd'hui qu'il faut une Europe fédérale, supranationale, y compris la suppression des nations. Mais Madame le député, je crois qu'on ne peut pas reprocher en un sens à Giscard d'Estaing d'avoir dit le fond de sa pensée. Giscard a toujours été fédéraliste. Il est pour une Europe fédérale. Il l'a dit à de nombreuses reprises, et pas seulement. Hein. Alors, ce que je trouve beaucoup plus scandaleux, c'est l'attitude qu'a eu M. Balladur au moment de la discussion sur le traité de Maastricht. Car M. Balladur est un de ceux qui ont fait passer le oui au traité, en mentant aux Français d'une manière effrontée, scandaleuse, en particulier dans ses articles du Figaro, où il a expliqué en gros, premièrement, que le traité de Maastricht, contrairement à l'évidence, n'était pas un traité fédéral, et deuxièmement, que de toute façon, comme il serait Premier ministre, et que, avec une certaine fatuité de sa part, ce qui comptait, ce n'était pas les traités, mais les hommes qui allaient les appliquer, du moment que ce traité serait appliqué par lui, ce serait un bon traité. Je crois que sa responsabilité est beaucoup plus grande, parce qu'il a trompé les Français. Mais la responsabilité, c'est vrai, du RPR est beaucoup plus forte, parce qu'ils ont envoyé deux hommes, où il y a deux personnes qui ont été défendre le non, pas aussi fortement qu'il leur aurait fallu, et finalement ils ont fait passer le oui. S'il y a vraiment un sujet sur lequel le RPR, qui se prétend gaulliste, devait se montrer ferme et unanime, c'est bien le sujet de l'Europe. Absolument. Là, il y a vraiment un domaine où c'était très clair. L'attitude des députés RPR qui sont élus à Strasbourg est totalement différente aussi à Strasbourg et à Paris. Et ils ne viennent pas dire à leurs électeurs la façon dont ils se comportent. Je n'aime pas beaucoup M. Séguin, mais sur ce sujet, en dépit de ses pitoyables prestations devant Mitterrand à la télévision, pas très beau, il a quand même défendu, il a défendu il a dit ce qu'il fallait dire sur le traité de Maastricht. Oui, il a dit ce qu'il fallait dire, mais après il reste au RPR. En revanche, M. Pasqua, qui dupe un certain nombre d'électeurs, en particulier de gens à droite. Je vous dirais que maintenant il ne dupe plus que vraiment les imbéciles, parce que si les gens n'ont pas encore compris qui était réellement Pasqua, les gens ne savent pas. C'est qui renvoient leur carte. Par pitié pour la France, qui renvoie leur carte. Je voudrais leur apporter une information à ce propos, en deux mots. Le 6 juin 1992, M. Pasqua a expliqué que le traité de Maastricht était parfaitement acceptable. Or, ce traité de Maastricht, on le connaissait depuis des mois, et en particulier 6 mois avant, M. Dumas, ministre des Affaires étrangères, avait dit qu'il s'agissait de faire un saut, une mutation fondamentale vers une entité supranationale. C'était clair. C'est donc la suppression de la nation française, de sa souveraineté, donc de son identité. Eh bien, comme M. Pasqua a vu que dans les sondages, il y avait un frémissement en faveur du non, en quelques jours, il s'est aperçu que ce traité, finalement, était une aliénation de la souveraineté nationale. Ce qui veut dire qu'il ne l'a pas fait par conviction profonde, mais uniquement pour des raisons politiciennes. Je trouve que c'est scandaleux. Mais je crois que rien n'était clair dans le traité de Maastricht. Il y a eu un détournement. Moi, j'estime que le vote du référendum a été un détournement de vote. Parce que d'abord, il y a eu des propos tenus par une femme qui était quand même ministre des Affaires européennes, bien que socialiste, mais ministre des Affaires européennes, qui a menti. Et quand on défend un traité auquel on croit, on n'est pas obligé de mentir. Le président de la République, dans le grand débat, a eu au moins 5 à 6 mensonges d'importance
sur la citoyenneté, sur le problème agricole et sur les problèmes de monnaie. Donc il n'a pas dit la vérité. Et nous qui avons dans notre groupe quand même 10 députés européens, ce qui n'est pas rien, de la clarté du traité et du traité de leur capacité à le défendre. Mais il y a eu détournement. Moi, je voudrais dire, il faut continuer le combat contre ce traité. Alors, on sait aujourd'hui, quand on voit dans les sondages aujourd'hui, que 55% des Français se prononceraient contre s'il y avait un nouveau vote. Mais d'autre part, les Français se disent, ce traité est inapplicable, ce en quoi ils n'ont pas tort, et notamment, le flottement du franc par rapport aux marques signifie que l'objectif de la monnaie unique est reporté. Cela dit, ce traité est tout de même un système juridique bien ficelé, insidieux, qui vise à enserrer la souveraineté nationale dans des liens de plus en plus étroits et à nous réduire, en protéger d'une entité qui sera elle-même sous protectorat américain. C'est-à-dire nous sommes un protectorat au second degré, enfin une espèce de sous-sol d'un protectorat américain. Et cette mécanique juridique reste en place. Il ne faut pas sous-estimer la logique des procédures. Alors, c'est pas vous qui êtes député européen que je l'apprendrai, bien entendu. Vous connaissez bien le sujet. Il y a des mécaniques juridiques et institutionnelles qui font que c'est redoutable. C'est un rouleau compresseur à long terme. Et alors là, actuellement, la conjoncture n'est pas bonne, mais à chaque fois qu'il y aura une conjoncture un peu plus favorable, cette mécanique se mettra en branle et par un système de crémaillère ajoutera un petit cran au cran suivant. Alors évidemment, je persiste à penser, c'est ce que nous avons toujours dit au Club de l'Horloge, que cette perspective fédéraliste est utopique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on ne fait pas assez tôt un pas en arrière, si on ne remet pas en cause ce traité assez tôt, on va aboutir à une crise majeure. Ça peut aboutir à n'importe quoi, y compris à la guerre entre les pays européens, si vous voulez. La situation de la Yougoslavie. Alors il ne faut pas jouer avec le feu, il faut prendre les choses à temps. Il faut traiter les choses à temps. Actuellement, les relations entre les pays européens sont relativement bonnes, enfin sont même très bonnes du point de vue historique, donc il faut en profiter pour essayer le plus vite possible de remettre en cause ce traité. Je signale que le président Giscard d'Estaing a dit l'autre jour que pour arriver à ce qu'il veut, c'est-à-dire à l'Europe fédérale, il était tout prêt à coopérer avec Jacques Delors. Et Jacques Delors ayant fait des déclarations en sens extrêmement dangereuses pour l'avenir de nos nations, on peut en effet être très inquiet sur ce qui va se passer. Alors, on ne va pas quitter le domaine, la question de l'Europe, Martine Leydeux et Henri de Lesquen, mais on va, si j'ose dire, revenir à des considérations extrêmement matérielles et au ras du terrain, c'est vraiment le mot. C'est pour ça que j'ai demandé à Jean-Pierre Abillard de venir ce soir, parce que Jean-Pierre Abillard est un agriculteur, un paysan, et un paysan chrétien, dit-il même. Ce qui en fait une espèce assez rare, enfin, le fait de le proclamer. Une espèce sympathique, en tout cas. Sympathique, oui. Et on sait à quelle difficulté gigantesque et à quel génocide, disons le mot, sont confrontés les paysans français ou les agriculteurs français aujourd'hui. Une façon personnelle de s'en sortir. Alors, on l'a déjà reçu plusieurs fois à cette émission. En gros, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de l'agriculture biologique, et même plus que biologique. Vous avez un nom spécial ? Oui, on appelle ça l'agriculture eubiotique, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour que l'aliment soit bon. On vous entend mal, il faudrait... Si Sylvain Glioso veut bien prêter son micro. Merci Sylvain. Ça, c'est le problème du micro maudit. Oui, voilà. Voilà, Jean-Pierre. Oui, on fait tout ce qu'on peut, disons, pour produire des aliments de santé, plus que biologiques, parce que même si on appelle l'aliment biologique, si on fait pas tout ce qu'il faut pour que ça soit très bon, si on laisse les ronces pousser dans le champ, c'est pas pour ça qu'on va avoir des tomates qui vont être bonnes pour la santé. Il faut entretenir le sol, il faut lui apporter la fumure qu'il faut, même organique, et pour avoir vraiment des aliments sains. Alors, on connaît, on en a déjà parlé, donc on connaît vos techniques, je m'entends, on voit en gros ce que vous faites, quoi. Bon, c'est clair. Mais la question que je voulais vous poser ce soir, et c'est la raison de votre présence parmi nous, c'est est-ce que ça marche ? Je veux dire, est-ce que votre exemple vous paraît reproductible à l'échelle nationale ? Est-ce que vous croyez que cette agriculture biotique peut permettre aux paysans français de survivre et de continuer à non seulement de survivre, mais je dirais de vivre et de se développer dans un pays prospère. Alors ce qu'il fallait pour nous, c'était trouver un réseau commercial en dehors du système, parce que si on passe par le système, automatiquement notre méthode de travail a été foutue en l'air, parce qu'on a
on faisait à ce moment-là ce qu'on appelle nous une biologie industrielle, c'est-à-dire que si on fait des grandes surfaces de poireaux et des choses, on est obligé de passer dans une mécanisation à outrance, et aussi à une fumure à outrance pour avoir les poireaux tous calibrés de la même manière, pour qu'ils passent dans la machine, etc., quoi. Et les tomates, c'est pareil, il fallait que ça soit tout calibré, alors que nous, on rentre en dehors du système. Et c'est pour ça qu'on a fait un réseau commercial de distribution en vente directe, qui passe pas par toute la chaîne de distribution officielle, quoi. Mais alors, est-ce que vous vous en tirez? Et combien de familles s'en tirent par rapport, par exemple, aux surfaces cultivées? Combien fait-on vivre de personnes à l'hectare ou pour 10 hectares par le système que vous pratiquez, vous? Nous, sur 2 hectares de culture maraîchère, on peut vivre une famille. Une famille sur 2 hectares si on veut aller par là. Hein, alors qu'avec l'agriculture conventionnelle, il faut au moins 10-20 hectares de maraîchage pour faire vivre une famille. Parce qu'autrement, on ne peut pas avoir le matériel industriel qu'il faut pour ramasser les machines. Mais est-ce que c'est une solution qui est reproductible à l'échelle nationale? Est-ce qu'on pourrait imaginer des dizaines de milliers de cellules? Il faut à ce moment-là remettre les gens à la terre. Et il faut que le gouvernement change sa politique et donne des subventions aux petites exploitations de moins de 30 hectares, qu'elle évite les charges sociales pour ces petites exploitations. Il y a des mesures à prendre de ce côté-là si on veut vraiment que l'agriculture remploie du personnel. Alors, je voudrais demander son impression sur ce que vous représentez à Martine Le Hideux et également à Henri de Lesquen, parce que Henri de Lesquen appartient plutôt à une je dirais pas technocratique, je vais pas employer ce mot-là, mais vous n'avez pas l'air convaincu. Il faut parler franchement. Je crois, si vous pensez que c'est pas une solution, je crois qu'il faut le dire. On n'est pas des pratiquants de la langue de bois. Je préfère ne pas me prononcer sur ce sujet. Non. Martine. Ouais, écoutez, j'entends ça un peu pour la première fois, donc je dirais que ça me paraît intéressant. Je peux pas assez me prononcer parce que je n'ai pas étudié ce problème et ce sujet. Il y a 2 choses quand même qui m'apparaissent intéressantes, importantes dans ce que vous dites. Vous dites, il faut remettre les gens à la terre. Et il nous apparaît à nous, dans les problèmes agricoles que nous suivons, et notamment au Parlement européen, que quand des gens quittent la terre, ils n'y reviennent pas. Et ce qui a été dramatique, et ce qui est encore dramatique dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'on extrait les gens de la terre. On les extrait de la terre, pourquoi? Non pas du tout parce qu'ils ont envie de la quitter, je ne pense pas que ce soit le souhait, le sentiment général, mais parce qu'ils n'ont pas en effet les moyens d'y vivre. Et quand un homme, une femme cultive la terre, c'est un métier dur, mais c'est un métier que généralement on aime, et on veut le faire bien, on veut aussi gagner sa vie. On ne peut pas non plus en être réduit à la misère. Les villages se dépeuplent, les terres sont mises en friche, et puis il y a aussi un problème important, et je crois que c'est le problème. Quand vous cultivez, vous produisez ou vous élevez, vous voyez arriver dans notre pays des produits qui viennent du monde entier, qui arrivent dans ce pays sans droit de douane bien souvent, avec des coûts de production beaucoup plus faibles et qui sont vendus sur nos marchés à des prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire dans une concurrence totalement illégale et déloyale avec vos produits à vous, nos produits français à nous. Moi, je peux vous parler par exemple en tant que simple consommatrice aussi. Je fais mes courses comme tout le monde. Eh bien, dans les magasins, dans les supermarchés, je vois des produits de partout. Dans mon souvenir d'enfant, où je passais mes vacances dans le Lot-et-Garonne, on m'a expliqué que Marmande était la capitale de la tomate. Eh bien, on voit des tomates qui arrivent du pays, du monde entier, y compris les fruits, les légumes. Faut-il encore protéger? Et c'est la raison pour laquelle notre mouvement politique a lancé cette campagne du nouveau protectionnisme et de la lutte contre le libre-échangisme. Faut-il encore protéger les produits français et en Europe les produits européens? C'est ça, nous on voit bien des tomates arrivées de Hollande au printemps qui sont produites sur laine de roche. Bien ça, forcément, elles n'ont pas de goût, mais elles ont une belle apparence. Parce voilà, que, elles sont belles à voir. Et c'est ça qui marche bien dans les supermarchés parce qu'ils travaillent surtout sur l'apparence, quoi. Alors c'est comme ça qu'on est un petit peu. Mais est-ce que les consommateurs français ne pourraient pas aussi exiger, parce que ça aussi on peut demander que dans les magasins, d'ailleurs je crois que c'est une loi, on mette la provenance. Et moi je vous avoue que très motivé par ce problème, très intéressé. Enfin, il commence quand même. Quand il y a la provenance, j'achète des produits français. On commence déjà quand même dans les circuits commerciaux existants à avoir pas mal de labels de choses qui se montent, comme pour
augmenter la qualité des produits, et c'est par une information. Mais là, nous, au niveau des petits producteurs, dans notre système de circuit, on n'avait pas les moyens pour faire connaître un label comme cela à l'échelon national, quoi. Alors donc, vous avez créé maintenant une petite unité de distribution. Vous assurez vous-même on a reçu nous-mêmes le circuit par quelqu'un, disons qu'on a pris sur Paris, qui fait les livraisons, quoi. Bon. Disons que j'ai un camion frigo qui passe tous les jeudis, qui envoie ça sur Paris à Rungis, et puis après c'est repris pour la livraison à domicile, quoi. C'est comme la Redoute, si on veut les parler. Alors, comme chaque fois que vous venez, je vais vous demander de rappeler j'espère qu'elles se sont simplifiées, les coordonnées de votre... Oui, parce que c'est là encore des adresses. On a été confronté à pas mal de problèmes, parce que comme on n'est pas habitué dans le commercial, avec ça j'ai pris une appellation qui s'appelait l'Arche de Vie, et on a trouvé quelqu'un à Boulogne qui s'appelait du même nom. Alors, confronté à ce problème, on a carrément changé notre appellation et ça s'appelle Association Le Paysan de l'Arche. On retourne un petit peu sur nos mêmes données parce qu'on a été attiré par le mot paysan et aussi attiré par le mot arche qui peu à peu est une manière de sauvegarde de notre travail, quoi. Voilà, alors nos coordonnées, je vais vous les donner, M. de Becquet. Je vais les comme dire. ça, alors, vous pourrez les lire, quoi. Donc c'est le paysan de l'Arche. Alors l'adresse où on peut passer les commandes, c'est au Beltière ou à Paris? Sur les deux, on peut passer les commandes. Alors je vais donner les deux adresses. Chez Jean-Pierre Abillard, c'est vous. Les Beltières, alors BE2LETIERES, 85 670 Saint-Christophe du Ligneron, comme vigneron avec une L. Téléphone 51 35 67 58, télécopie 51 68 48 48. Et à Paris, chez Jean-Pierre Bernard, 5 rue de la Pierre Levée, 75 011 Paris, téléphone 43 57 70 61, 48... Répétez s'il vous plaît, Serge. 43 57 70 61 et 48 06 12 70. Alors tous ces numéros de téléphone et adresses, demain vous pourrez les obtenir en téléphonant au Livre Journal de la France Courtoise. Alors au 42 46 77 33 à partir de 10h et on vous expliquera comme on le fait d'habitude ce que c'est que le colis-type et les produits que propose Jean-Pierre Abillard. Je précise à l'attention des mauvais esprits que c'est pas par publicité qu'on fait ça, c'est parce que je trouve que le travail de Jean-Pierre est magnifique. Ce qu'il fait est à la fois courageux et confortant, c'est complètement enraciné dans la tradition, c'est inspiré par je dirais une foi et un comportement religieux, spirituel, et ça mérite d'être défendu dans ce pays où on a l'impression que tout est en train de foutre le camp. Et d'ailleurs, beaucoup d'auditeurs téléphonent. On voit, on sent depuis quelques semaines, depuis quelques mois, dans les messages des auditeurs, dans les lettres des lecteurs, moi je sens une espèce de désespérance qui est en train de s'installer. Par exemple, un auditeur nous dit: l'avachissement des Français tient à l'enseignement et à l'éducation depuis 50 ans en France et aussi au matraquage continu des médias qui abrutissent les Français par tous les nouveaux moyens modernes. C'est une situation désespérante, c'est la fin de la France. Non, mais la fin de la France n'arrive que si on ne fait rien. Un autre auditeur, pas de fatalité. Mais non. Je crois que c'est ça le crime absolu, c'est de croire qu'il y a une fatalité de l'entreprise. Martine Leïdeux ne doit pas se faire d'illusions au sujet du sursaut des Français. Les Français se fichent éperdument des grands problèmes exposés ce soir. Ce pays reste à gauche et se fiche de son avenir. Parce que si Martine Leïdeux pensait ça, étant donné qu'elle n'a plus 30 ans, eh bien elle resterait chez elle, et si elle travaille 20 heures par jour, avec beaucoup d'autres d'ailleurs, et tous ceux du Front National, c'est parce qu'elle sait que le sursaut est possible. Alors un auditeur dit une chose: ne pensez-vous pas que dans quelques années, ça c'est aussi à propos de l'immigration, ce sont les Français qui devront s'intégrer si la politique de l'immigration ne change pas. À ce propos, je voudrais... oui. Non, je voudrais dire un mot sur la sinistrose de certains auditeurs, j'espère minoritaires, de Radio Courtoisie. Il est quand même paradoxal, quand on est à droite, de dire que tout va mal, alors que le communisme, qui était une si grande menace, s'est effondré depuis 1989, 90, 91, et que le Parti socialiste, qui était quand même pire, quel que soit le mal qu'on puisse penser de certains membres de la droite officielle, de la droite établie, le Parti socialiste a fait 18% des voix au mois de mars dernier, et malgré tout, malgré le succès de M. Emmanueli, est quand même dans une situation extrêmement difficile. Donc, dans la mesure où la gauche connaît de tels échecs, même si tout ne va pas aussi bien que nous voudrions, il faut dire que le verre n'est pas complètement vide, qu'il est au moins à moitié plein. Bien sûr. Oui, ça fait toujours plaisir quand les socialistes font de mauvais score. Moi, je me rappelle, quand je me sens un peu déprimé en raison de la situation politique, je réfléchis
Je me rappelle le sentiment que j'avais en 1975 lorsque le Viet Minh ou le Viet Cong plutôt est entré dans Saigon. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on pouvait avoir le sentiment que le communisme allait quelques années plus tard conquérir le monde entier. Ouais, non, mais vous avez raison. C'est vrai qu'on a vu la chute du mur de Berlin. Qui pouvait l'imaginer? Fantastique. Non, mais bien sûr, c'est évident. Alors, plusieurs appels d'auditeurs. Je parlais tout à l'heure de cette question sur l'intégration, la probable nécessité dans laquelle les Français seront de s'intégrer eux-mêmes dans une autre société plus tard. C'est pas si idiot que ça. Il y avait dans Libération d'hier. Non, c'est pas si idiot. Je veux dire, c'est pas ça. Si on en rit encore, tant mieux. Il y avait hier dans Libération une enquête qui a été faite à la cité du Stade, qui est cette cité où un gosse a égorgé un autre gosse. Absolument. Et alors, le journaliste est allé voir les enfants de cette cité et il rencontre une petite fille qui s'appelle Cindy, qui est en CM2. Alors, Cindy, en CM2, elle doit avoir 11 ans, 12 ans, quoi. Non, maintenant, mais non, mais ça c'est de votre temps, Victoria, non, au moins 12 ans. Oui, 9 ans officiellement, mais en réalité, elle a probablement 12 ans. À notre époque. Et elle dit, alors le journaliste de Libération écrit la chose suivante, j'ai pas le texte exact sous les yeux, mais je me souviens à peu près de mémoire. Il dit, elle est en CM2, la seule française de sa classe. Et elle acquiesce, dit-il, à ce que vient de dire un garçon qui vient de parler, parce que ce garçon qui vient de parler vient de sortir une lame tranchante de sa poche en disant « Moi, j'ai ça, et d'ailleurs, c'est pas forcément pour m'en servir, mais ici, tout le monde a ça dans sa poche. Alors, elle acquiesce, cette petite fille de Cindy, cette petite Cindy qui est en CM2, la seule française de sa classe, et elle dit « Quand je suis arrivée l'année dernière, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer. » Et oui, forcément. D'ailleurs, les autres n'étaient pas très très gentils avec moi, ajoute-t-elle, en exhibant ses poignets stigmatisés par des coups de couteau. Voilà. Ce qu'on lit dans Libération, avant de une petite fille de CM2 qui dit, seule française de sa classe, j'ai eu du mal à m'intégrer, et elle montre ses poignets qui portent le stigmate de coups de couteau. Mais écoutez, quand même, il y a eu ces jours derniers plusieurs crimes, plusieurs attaques abominables. Enfin, il paraît que c'est tous les jours, c'est vrai, dans certains établissements scolaires et dans les lycées. Et il faut tout de même que les gens le sachent, ça. Finalement, certains journaux se sont posé la question, alors que nous, ça fait longtemps que nous le disons, n'y a-t-il pas un effet pervers de la télévision? Car à la télévision, c'est tous les jours violence, drogue. Et on ne peut pas regarder un film policier, enfin je me rappelle quand même des films policiers d'il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, en 5 minutes, le film policier, il y a déjà une dizaine de morts. On nage dans le sang. C'est un débat. Je crois qu'il est ouvert. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, on disait déjà que le cinéma et la bande dessinée pourrissaient la jeunesse. Non, on n'a pas de réponse. Elle ne pourrit pas forcément totalement, et puis ça dépend des programmes tout de même. Ça dépend surtout de l'usage que les parents font de la télévision. Avec mais il y a un effet à l'évidence, parce que quand même, vous reconnaissez dans un certain nombre de héros quand vous lisez des livres, quand vous regardez des films ou des séries, et à partir du moment où ce n'est que violence et sexe tout le temps dans toutes les séries télévisées, ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur certains. Je dirais, ce qui me paraît le plus grave, c'est l'immoralité des films. La violence peut être morale, mais elle peut être immorale, mais elle peut être aussi morale. Le sexe même peut être, même s'il est choquant, etc., il peut être moral. Le malheur, c'est qu'en général, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Je crois qu'il y a beaucoup plus de danger c'est le message moral qui dit la fin du tabou de l'inceste que dans une affiche qui montre une jolie fille en tenue légère. Oui, mais moi je vous parle de ce que l'on regarde, c'est-à-dire du cinéma. La manchette de l'événement du jeudi ne dit pas simplement la fin du tabou de l'inceste, il y a également une photo. Oui, il y a la photo de la mère, c'est encore beaucoup plus choquant que le titre. Assise nue sur une chaise, et l'enfant qui est en face d'elle, un petit garçon, debout, nu. Oui. C'est ça l'affiche. Ça me surprend beaucoup de la part de M. Kahn. Oui, c'est surprenant en effet. Alors je voudrais quand même finir de donner la parole aux auditeurs, on va continuer. Alors les compliments. Je trouve vraiment que Mme Lévy-II a l'étoffe d'un futur ministre, dit une auditrice. De l'Intérieur, par exemple. Ah, le rêve. Le rêve de beaucoup. On sait ce qu'il nous reste à faire. Bravo à Monsieur Abillard, je refais une commande, ces produits sont excellents, dit une dame, alors c'est peut-être Madame Abillard. Mais c'est une consommatrice. Peut-être. Un auditeur, ça c'est intéressant aussi. Je suis grossiste à Rungis. Ce matin, le service de la répression des fraudes a trouvé 2 lots de raisins de Provence, appartenant à 2 producteurs différents. Ils ne répondaient pas aux normes européennes.
les fonctionnaires ont exigé que ces marchandises soient retirées de la vente et détruites. Voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des flics de la consommation qui vont à Rungis, ils voient des raisins français vendus sur un marché français, ils disent ça correspond pas aux normes européennes, vous allez détruire ça. Je peux avouer mon ignorance, je ne savais pas que le raisin avait des normes européennes. Moi, ce qui m'intéresse dans le raisin, j'attrape la grappe de raisin, je la mange, je dis c'est bon. Je voudrais rajouter quelque chose là-dessus, sur les normes, parce que justement, là, on a des normes, nous, au niveau distribution, eh bien il faut que la tomate soit d'une certaine grosseur, autrement on n'a pas le droit de la passer dans le circuit industriel, quoi. Si on va aller par là dans le circuit Rungis, on peut pas la vendre de chez nous. Si elle n'a pas la grosseur, la 45 et tout ça, on s'en fout du goût de ce qu'il y a dedans, mais il faut qu'elle ait la norme, qu'elle ait la grosseur et la brillance, etc. Alors à propos du blue jean, une auditrice nous rappelle, mais ça c'est à peu près à chaque fois, et je trouve qu'elle a raison, c'est vrai, le blue jean qu'on appelait la toile de Nîmes a ses origines en France, et plus exactement en Camargue, car c'est un touriste américain qui, l'ayant vu, l'a emporté aux États-Unis. C'est pas le blue jean qui est condamnable, c'est le fait de porter le blue jean dans des occasions ou des situations. Le blue jean est un vêtement de travail. Oui. Ce qui est critiquable, c'est de porter un vêtement de travail dans des circonstances où on n'a pas à porter un vêtement de travail. Alors, beaucoup de réactions à propos de la fiche Benetton, mais comme il s'agit de propositions généralement qui sont interdites par la loi, je peux pas en donner lecture à ce micro, puisque vous savez que la loi interdit les consignes de boycott, donc on peut pas lire ces messages. Je le regrette, mais c'est comme ça. Mais est-ce que la loi est appliquée en tout dans ce pays? En tout cas, je peux vous dire que quand moi je l'applique pas, la loi. Non, mais alors il y a façon de boycotter quand même. Écoutez. On ne donne pas de consignes de boycott, mais on peut dire. Moi je dis pour ma part, je n'achète pas des produits Benetton parce que Benetton fait des campagnes ignobles et de manière répétée. Moi je rappelle que le Cercle National Femmes d'Europe que je préside a fait des campagnes pour rappeler ses adhérentes et sympathisantes à acheter autre chose que Benetton. C'est pas du boycott, ça c'est un bon conseil. Alors, un auditeur responsable Front National d'une commune de la région parisienne demande si un journal va publier la liste des membres de gauche des cabinets du gouvernement de droite. Oui, je pense qu'il y a au moins un journal qui va le faire, c'est le Libre Journal de la France Comtoise qui est en train de préparer une petite enquête là-dessus. C'est quand même l'exception. Hein. Je voudrais dire, là encore, c'est toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein. Quand on compare la composition des cabinets ministériels à ce qu'elle était avant le mois de mars, honnêtement, le progrès est considérable. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est le mariage Barnier-Bouchardot. Si vous voulez, le renouvellement de la population politique est tout de même fort sensible et fort appréciable, même s'il n'est pas parfait. Alors, une minute maintenant pour le problème hebdomadaire que j'évoque à peu près donc toutes les semaines. C'est un auditeur qui dit « Je suis étonné de la ligne de conduite de Radio Courtoisie ». Parce que le lundi, M. Ferré parle gentiment du bon français et des cravates élégantes de M. Balladur, et le mercredi, Beckett Chandy du mal, etc., etc. Alors, je veux répéter une fois de plus, je le répéterai toutes les semaines, tant que Dieu me prêtera vie. Il n'y a pas de ligne politique de Radio Courtoisie. Il y a une ligne à Radio Courtoisie qui est inscrite dans sa définition, c'est la radio libre du pays réel et de la francophonie. À partir de ça, chaque directeur d'émission, Jean Ferré, Patrick Payon, etc., je ne vais pas citer tous les noms, et Serge Debichet sont parfaitement libres de faire ce qu'ils veulent, chacun dans leur émission, sans rendre compte à qui que ce soit, sans recevoir d'ordre de qui que ce soit. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, dans la mesure où ils respectent ça, la courtoisie, autant que faire se peut, et je dois dire que là-dessus je suis pas très doué, la langue française, je suis pas très doué non plus, et le pays réel, là je crois que j'ai un peu plus de talent pour ça. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Henri de Lesquen, pardon. Oui. Vous voulez absolument que j'aille chanter à Bobino? Non, j'ai pas envie. Alors, Henri de Lesquen, je voudrais quand même que vous nous disiez, puisque vous êtes venu pour ça aussi, 2-3 mots de votre initiative qui va aboutir pour la troisième fois, je crois, le mercredi 29 septembre 93 à 19h au Palais des Congrès, salle 65, c'est la remise d'un prix qui est pour le moins paradoxal, le prix Lysenko. Oui, non, nous avons voulu mettre les rieurs de notre côté. Le prix Lysenko n'est pas un prix ordinaire, c'est un anti-prix. Comme il y a de l'antimatière, il y a des anti-prix. Il existait déjà le prix Citron, je crois, donné par les journalistes à l'homme politique le plus désagréable. Eh bien, le prix Lysenko, c'est le prix de la désinformation scientifique. C'est-à-dire qu'il est donné chaque année à un auteur ou une personnalité qui a
qui a désinformé de manière exemplaire sur le plan scientifique. Une des grandes idées du Club de l'Horloge depuis toujours, c'est que la gauche, les idées de gauche sont tout à fait incompatibles avec les données de la science moderne. Ça ne veut pas dire que de la science, on puisse tirer des conclusions politiques. On ne peut tirer des conclusions politiques que négatives des données scientifiques. C'est comme la preuve par 9 en arithmétique, elle ne démontre pas le résultat qu'une opération est juste, elle démontre seulement qu'il est faux. Eh bien, on sait, on peut établir par un certain nombre de conclusions scientifiques dans les domaines les plus variés que les positions de la gauche égalitaire, de l'utopie égalitaire sont tout à fait impossibles, sont contraires à la vérité. Alors, nous avons donc décidé de décerner un prix Lysenko à celui qui aura le plus menti, qui aura le plus désinformé en matière scientifique. Et pour montrer que les disciplines concernées étaient variées, la première année, ça a été Monsieur Jacquard, qui a été le titulaire, le lauréat, Jacquard qui est un biologiste. L'année suivante, c'est Monsieur Hervé Lebras. Oui, Monsieur Jacquard explique que l'hérédité n'existe pas, n'est-ce pas, que les enfants ne ressemblent pas à leurs parents. Alors pour un généticien, c'est un peu curieux. L'année suivante, en 1991, c'est Monsieur Hervé Lebras. Alors lui, qui est un démographe assez connu, pour une double raison, il a expliqué d'une part que la dénatalité était un mensonge, c'est-à-dire que les Français faisaient suffisamment d'enfants et qu'il n'y avait pas de dénatalité, et d'autre part, il avait fait une étude extraordinairement fausse et manipulée, qui tendait à montrer que le nombre des immigrés allait diminuer de manière considérable à l'horizon 2000. Et il avait été épinglé pour cette raison par Monsieur Philippe Boursier de Carbon, un des meilleurs démographes français. Et alors alors l'année dernière, nous avons voulu honorer la criminologie, la science du crime, et en fait nous aurions dû donner le prix à Monsieur Marc Ancel, qui est le fondateur de l'école de la défense sociale nouvelle, celui qui explique que les criminels sont des victimes de la société, enfin qui après Rousseau a théorisé cela. Mais comme Marc Ancel était mort, paix à ses cendres. Il n'a pas été assassiné, j'espère. Non, il a vécu très vieux d'ailleurs, et puis qu'il est peu connu, nous avons choisi un de ses disciples, qui est plus connu, qui s'appelle Robert Badinter, car Robert Badinter est un disciple de Marc Ancel, qui a mis en œuvre ses idées criminologiques. Il faut savoir que tout à l'heure nous parlions des crimes, des assassinats qui sont commis partout en France, il faut savoir qu'il y a plusieurs causes à cela, mais qu'il y a notamment l'application systématique en France et dans les pays étrangers de cette doctrine de la défense sociale nouvelle, qui est d'ailleurs le simple titre de cette école est un mensonge. Il ne s'agit pas de défendre la société, bien entendu, contrairement à ce que cela paraît dire. Et comme toujours, il s'agit de dire le contraire de ce que voilà, il s'agit l'école de la défense sociale nouvelle explique que les criminels doivent être soignés, que ce sont en fait des malades, qu'il faut donc avoir pitié d'eux surtout et pas s'occuper de leurs victimes. Alors, et qu'il faut individualiser la peine, c'est-à-dire qu'il suffit que un criminel se mette à pleurer très fort en disant qu'il a eu des parents un peu sévères avec lui pour que on lui rende la liberté. Et la pauvre petite Karine est morte à cause. Vous comprenez, les véritables responsables de ces affreux drames, ce sont les auteurs de ces théories perverses. Alors aujourd'hui, plutôt le mercredi 29 septembre, nous avons choisi alors un sujet qui peut paraître plus ésotérique, qui est celui des études indo-européennes. Les études indo-européennes qui ont été honorées par un grand Français, Georges Dumézil, grand savant sur le plan personnel, je ne sais pas s'il était si sympathique que cela, mais en tout cas peu importe. Il a été donc traîné dans la boue par Carlo Ginzburg et un peu moins, mais également par Jean-Paul Demoule, qui ont dit que les études indo-européennes, par nature, relevaient du nazisme. Alors, et qui se sont servis de cette accusation politique mensongère, car Dumézil, qui était franc-maçon, n'a jamais été nazi le moins du monde, pour disqualifier ces importantes découvertes. Alors, le livre de Didier Héribon, qui s'appelle « Faut-il brûler Dumézil ?», dont je conseille la lecture, est un remarquable dossier d'enquête, d'investigation, très bien documenté sur l'honorabilité de Dumézil, qui n'a jamais du tout mérité les accusations qui lui ont été faites. Alors, à cette occasion, nous voulons, bien sûr, non seulement dénoncer cette confusion de la politique et de la science, ou plutôt cette dénaturation de la science au nom de la politique, mais également appeler l'attention de nos lecteurs
et des auditeurs de Radio Courtoisie sur l'importance des études indo-européennes, parce que l'identité de la France, c'est l'identité d'un peuple indo-européen, car la France a été formée par la fusion, la symbiose de 3 peuples qui étaient les Gaulois, les Romains et les Francs, qui tous les 3 étaient des peuples indo-européens, qui étaient apparentés. Donc si vous voulez, si la France, et là je suis peut-être un peu trop patriote, je ne sais pas, mais si la France a été dans son histoire si grande, si harmonieuse, et sans comparaison avec aucun autre pays peut-être, c'est parce qu'elle a réussi la symbiose de 3 peuples, ou plutôt parce qu'elle est née de cette symbiose, et que ces 3 peuples eux-mêmes n'ont réussi la symbiose que parce qu'ils étaient étroitement apparentés, qu'ils descendaient d'un peuple originel beaucoup plus ancien. Mais je vous remercie, Henri de Lesquen. Alors, je rappelle, pour en savoir plus, il faut aller assister à cette remise, qui n'est pas une chose triste, hein. C'est une solennité plaisante. Ce sera suivi d'un, c'est-à-dire qu'il y aura quand même un exposé un peu nécessaire, enfin, c'est un peu scientifique, et il y aura un cocktail qui suivra, et j'espère que les auditeurs de Radio Courtoisie viendront d'abord écouter l'exposé et ensuite boire un verre à la santé des lauréats. Alors ça se passe, je le rappelle, le mercredi 29 septembre 1993 à 19h au Palais des Congrès. Donc vous serez obligé de vous passer d'une partie de l'émission, j'en suis désolé. Et le prix d'entrée est de 35 francs par personne, 20 francs pour les étudiants, c'est vraiment pas très très cher. J'ai oublié un détail, j'ai oublié de préciser que Lysenko était un pseudo-biologiste qui était le chouchou de Staline. Il est évident que ce n'est pas un ami du club de l'horloge, c'était un Ukrainien, un agronome ukrainien que Staline considérait comme remarquable et qui expliquait, Lysenko expliquait que la génétique était incompatible avec le marxisme. Et comme le marxisme avait raison, c'était donc la génétique qui avait tort. Merci Henri de Lesquen, à bientôt j'espère à ce micro, vous savez que... À bientôt, merci beaucoup. Vous venez quand vous voulez. Martine, merci beaucoup, mais ne partez pas tout de suite, je vais encore vous donner la parole. Juste après que Sylvain Aglioso nous aura exposé ces dernières angoisses, ces derniers émois dans les dernières heures avant le club de l'horloge, n'importe quoi, avant les BBR. Les BBR samedi et dimanche prochain, c'est vrai. Est-ce que ça sera beau, Sylvain Aglioso? Et est-ce que ça sera bien? Bonsoir Serge. Bonsoir Martine. Bonsoir. Est-ce que tu m'autorises, est-ce que tu m'accordes 2 ou 3 minutes, parce que tu sais, en venant au studio... Tu as effectivement 3 minutes. J'ai 3 minutes, avant de parler des BBR, ou alors, je vais essayer 5 minutes en tout, voilà. Merci Serge. En venant dans les studios, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Henri de Lesquen et Martine Le Hideux. Martine Le Hideux a été remarquable, comme d'habitude. Je partage l'avis d'un auditeur ou d'une auditrice, je l'ai entendu. Elle a l'étoffe d'un ministre, oui. Elle a l'étoffe d'un ministre et j'espère qu'elle le sera le plus rapidement possible. Je dois dire que je partage aussi le cri que Martine a poussé en début d'émission s'agissant du drame épouvantable que l'on a appris hier. Elle a raison parce que lorsque il n'y a aujourd'hui rien de plus important que l'épouvante d'hier et tout doit s'effacer. Et il faut sans cesse le rappeler. Ceci étant, Henri de Lesquen a été aussi très intéressant et admirable. J'ai beaucoup d'estime pour lui, j'ai beaucoup d'estime pour ses travaux. Et je dois dire que lorsque tout à l'heure, il a cité 3 des mots qui nous accablent, les problèmes de l'immigration, les problèmes évidemment de l'emploi, du chômage, et les problèmes de perte d'identité, notamment liés à l'Europe. Apostrophé par Martine, il s'est défendu, et je regrette qu'il ait quitté ce studio au moment où je prends la parole, il s'est défendu en disant que bien sûr le club de l'horloge était indépendant de tous les partis politiques. Moi je voudrais dire à Henri, s'il m'écoute là dans sa voiture, que s'il est chrétien comme moi et qu'il croit à l'Immaculée Conception, il est comme moi catholique, point. S'il croit comme moi que seul le Front National est capable aujourd'hui de régler ces problèmes et a pris l'engagement devant le peuple français de régler ces problèmes, avec des universitaires, des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques, qui depuis maintenant longtemps se penchent quotidiennement sur ces problèmes, et ont disséqué toutes les raisons de l'accablement qui est le nôtre, eh bien, Henri de Lesquen est Front National comme moi. Et il doit le dire. Il doit le dire parce que nous avons aujourd'hui besoin de toutes les forces
Voilà le message qu'il n'a pas manqué Vous avez vu, d'écouter Martine, comment il recrute? Mais il recrute très Voilà. bien. Il est bon, hein. Alors, Mais ceci c'est pour étant, ça que le recrutement marche. voilà. Alors, ceci étant, oui, je crois qu'il faut. Vous êtes d'accord avec moi, Martine? Non, mais il dit Hein, ça voilà. tellement avec son Alors, cœur et avec ses sentiments. Alors, ceci tout le monde étant, le croit. l'heure de la fête est arrivée. L'heure de la fête est arrivée. C'est samedi et dimanche prochain. Je regrette que Solzhenitsyn ne soit pas sur la pelouse de Reuilly samedi prochain, parce que nous aurions eu encore plus de monde. C'est au-delà de l'institution maintenant que représente la fête des Bleus, Blancs, Rouges. Institution parce que message politique particulièrement, c'est bien sûr, je le dis, un moment de fête, un moment de convivialité, un moment de plaisir. Alors cette fête a lieu, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, a lieu à Paris, sur la pelouse de Reuilly, c'est-à-dire sur l'espace où se déroule habituellement la Foire du Trône. Il est très facile d'accéder à la pelouse de Reuilly et donc au BBR, le samedi et le dimanche. On y arrive facilement par le métro. Il y a 2 stations de métro, la porte Dorée, la porte de Charenton. On y arrive facilement par le boulevard des Maréchaux, par le boulevard périphérique. Il y a également, en tout cas, 2 bus. Un bus qui vient du centre de Paris, un autre bus qui s'appelle le PC Petite Ceinture, n'est-ce pas? C'est pas mal, et qui fait le tour de Paris. La fête des BBR desservie par le PC. Et comment dirais-je, cette facilité d'accès m'autorise à dire à tous nos amis qui vont venir nous visiter et passer un bon moment de venir les 2 jours, parce que quelquefois les sites étaient relativement éloignés, il n'était pas facile d'aller et venir. Là, il sera simple d'aller et venir, et les 2 jours seront à peine suffisants pour faire le tour de la fête. Alors, je voudrais aussi dire, il y a beaucoup de choses importantes, il y a beaucoup de choses à dire. Les enfants, comme d'habitude, seront très heureux. Parce qu'ils auront énormément d'activités, les parents seront tranquilles, pourront déambuler à travers les villages sans se presser pour récupérer leur progéniture. Les enfants auront énormément d'activités, je ne vais pas toutes les citer, mais du poney, de la mini-moto, des manèges, etc. Également, on appelle la pelouse de Reuilly, elle n'a de pelouse que le nom. C'est en fait un espace magnifique puisque c'est à l'orée du bois de Vincennes et c'est entouré de verdure. Et on pourra ne pas craindre la pluie. Les dernières informations de la météo nous annoncent un temps non pluvieux pour ce week-end, mais même s'il devait pleuvoir, parce que la météo se trompe de temps en temps, il faut savoir que tous les villages sont couverts, donc toutes les activités ont lieu sous chapiteau. Donc on peut éventuellement laisser l'imperméable à la maison ou dans la voiture, mais il fera tellement beau dans nos cœurs, Serge, mais il fera beau dans le ciel qu'on se moque. Alors, il va y avoir, j'ai encore un petit peu de temps, non? Une minute encore. Une minute. On peut dire beaucoup de choses. Alors, une minute pour signaler qu'entre autres manifestations, il va y avoir un forum politique important. Je crois t'avoir écouté tout à l'heure, un forum politique et culturel important que je vais co-animer avec notre amie Anne Brassier. Et il va y avoir là des débats qui vont se succéder du samedi au dimanche, et entre autres, notamment un débat, toutes les interviews ou les débats vont durer environ 45 minutes. Il va y avoir un débat très important sur l'identité culturelle nationale. C'est un débat entre Jean-Claude Bardet, entre Georges-Paul Wagner et entre Martin Pelletier. Qui est un débat effectivement d'actualité, puisqu'il est tout à fait lié au cirque qu'ils nous ont organisé la semaine dernière à Strasbourg, sous l'égide de Carignon, donc le GAD de l'audiovisuel. On va encore rappeler que le Front National était encore une fois en avance de plusieurs années, puisque nous crions depuis longtemps cette dramatique perte de l'identité culturelle par évidemment notamment le cinéma, l'audiovisuel en général, et nous aurons loisir de proposer encore une fois nos solutions.